L'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, c'est une promesse que les géants de la tech commencent à mettre en place. C'est au tour d'Apple de dévoiler sa révolution, mais pendant que l'intelligence artificielle est au centre de l'attention, la crypto continue son chemin réglementaire et elle est clairement au cœur du débat politique des prochaines élections en Amérique. Une relation avec les USA qui est de plus en plus forte, comme le montre la baisse d'hier. On regarde tout ça ensemble tout de suite. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va ouvrir le bal sur l'intelligence artificielle. Alors oui, ce n'est pas lié à la crypto, mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout le traitement d'intégration d'une nouvelle technologie directement par les géants de la tech quand on arrive dans une phase de mass adoption. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir autour de l'intelligence artificielle. Alors certains me diront que on est quand même loin de la mass adoption au niveau de l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous dire que non, l'intelligence artificielle existait depuis déjà très longtemps. On se base sur des concepts qui ont quand même plus de 25 ans. Et à côté, on a eu un événement marquant, ça a été ChatGPT qui a été fin 2022 et qui a entraîné une hyper accélération de l'économie américaine et un engouement mondial autour de ChatGPT, et donc forcément on a une vague d'adoption massive et une forme de hype qui est en train de se monter, mais qui est beaucoup plus qu'une hype simple en tout cas, étant donné qu'on a une véritable utilisation et on a une utilisation directement dans l'économie américaine, dans l'économie mondiale d'ordre général. Et c'est pour ça qu'on voit des géants maintenant comme Apple qui commencent à intégrer directement ChatGPT. En l'occurrence, ils n'ont pas présenté ça comme ça, ils ont présenté ça comme Apple Intelligence, qui est une suite directement intégrée en OS. Très important de retenir cette partie-là pour la nouvelle suivante, et justement qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle dans le Mac, comme si c'était pas une application, c'était directement le Mac. On inclut directement la nouvelle technologie dans l'utilisation de la vie de tous les jours, et c'est exactement ce qui est en train d'avoir lieu avec Apple, et donc du coup, d'un point de vue purement macro, ça sous-entend que Apple va certainement avoir une hyper-valorisation, ou en tout cas avoir une accélération suite à l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités, étant donné que c'est quelque chose qui est vraiment très puissant et qui va permettre d'avoir une valorisation en termes de société sur les nouveaux produits qui vont pouvoir sortir. Alors oui, mais en l'occurrence, on a des voix qui se lèvent, comme Elon Musk, qui justement dit qu'il va bannir tout simplement tous les Apple de ces sociétés, si jamais, et ça c'est très important, c'est directement lié à l'OS, c'est-à-dire que ce n'est pas une surcouche ou une application qu'on peut désactiver, mais que c'est directement intégré dans les Mac. À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut pas le désactiver, c'est quelque chose qui peut être activé à la volée, et c'est quelque chose qui est très important, notamment pour quelqu'un comme Elon Musk, et c'est pour ça qu'il va faire certainement une lutte anti-Apple, mais j'ai souvenir aussi qu'il n'était pas non plus pro-Apple depuis déjà très longtemps, donc c'est à peu près cohérent. Mais ce qui est intéressant de voir ici, et c'est un petit peu le petit résumé de cette partie-là, c'est que on voit exactement ce qui est en train de se passer quand on a une phase de mass adoption d'une technologie. On la met à disposition de tout le monde, et c'est un petit peu ce qui est en train d'avoir lieu au niveau de l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'il y aura lieu certainement avec la crypto-monnaie quand on arrivera dans cette phase-là. Encore une fois, on en est très loin. Si vous avez suivi la quotidienne d'hier, je vous ai expliqué qu'on est passé de early adopter à early majority, alors que justement sur l'intelligence artificielle, on est sur la fin de early majority, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on est capable de pouvoir se projeter sur l'utilisation qu'on aura, nous, dans les différentes années, et en tout cas les genres de nouvelles qu'on pourrait traiter dans les années où on entrera dans cette mass adoption, et c'est ce qui est le plus important. À côté, ça n'empêche que la crypto-monnaie est en cours de réglementation. On sait que c'est quelque chose qui est très important. La SEC est en train de travailler sur plein de choses, on va le voir dans quelques instants. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y en a un qui loupe pas l'opportunité, c'est Trump, qui définit qui va être le crypto-président, et que, en l'occurrence, il veut justement défendre les droits de la crypto, de Bitcoin. Et oui, forcément, on n'oublie pas que les votes sont importants, et que l'élection américaine va jouer un rôle crucial, tant dans la réglementation des cryptos, oui, mais aussi certainement dans l'économie américaine. Sur les 4 prochaines années, il va falloir vraiment surveiller ça, parce que l'impact ne sera pas à négliger pour la suite. En tout cas, la partie réglementation est toujours en cours, ETF, Spot, Ethereum, dans lequel on attend un retour de la SEC pour certains S1. S1, je rappelle que c'est le certificat nécessaire pour que les ETF, Spot, Ethereum soient validés à l'échange. Sans ça, personne ne peut acheter d'ETF. Sans ça, personne peut proposer d'ETS Spot Ethereum. Et c'est pour ça que c'est très important de noter que on attend encore des retours de la SEC. En tout cas, certaines sociétés, et normalement on devrait avoir plus d'informations d'ici la fin de semaine.
Donc ça commence à s'accélérer, encore une fois, fin de semaine, on sera mi-juin, et je pense que vraiment fin juin, début juillet, me semble vraiment être le créneau de date cohérent par rapport au lancement de l'ETF Spot Ethereum. En tout cas, quand on parle de la SEC, il y a aussi des actions de la SEC contre certaines cryptos, et notamment nous avons Uniswap. Uniswap qui est en combat contre la SEC, parce que la SEC accuse Uniswap d'être un exchange non déclaré, ça veut dire quelqu'un qui distribue des actifs non déclarés sur le territoire américain, sauf que Uniswap, on n'oublie pas que c'est un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé, et donc forcément, on est quand même très très loin de la société classique. Et justement, on attend la mise en place d'une série de lois qui permettent de déterminer quel est le niveau de décentralisation nécessaire pour statuer si oui ou non une crypto est une securities. Là-dessus, Uni, donc la crypto de Uniswap, et Uniswap pourrait utiliser ça comme levier pour se défendre contre la SEC. En tout cas, ce qui est important à noter, c'est qu'ils sont en train d'aller chercher les meilleurs de Coinbase pour pouvoir se défendre, et notamment l'ancien chef légal de Coinbase qui avait officié contre la SEC, et c'est pour ça qu'on a un genre de front uni, parce que je pense que c'est un deal qui a été effectué entre Coinbase et Uniswap, et ce qui est en même temps cohérent par rapport au front qui est en train d'être effectué sur les différents acteurs de la crypto. Ceux qui se souviendront d'il y a un an, je vous avais expliqué qu'il commençait à avoir une corporation entre Binance, Coinbase, et en fait tous les acteurs qui étaient en Amérique ou qui voulaient s'implanter aux USA pour faire du lobbying sur l'écosystème crypto en Amérique, et forcément, on a des passe-droits qui se font de l'un à l'autre, ce qui est plutôt logique, et justement, la victoire de Uniswap serait une très grosse victoire pour l'ensemble des cryptos. Je reviens rapidement sur le point macro pour vous dire qu'on attend toujours mercredi, très grosse journée, on a l'IPC de mai, plus le FOMC, quelque chose qui va être travaillé aujourd'hui certainement par les différents indices américains, ce qui est plutôt logique, étant donné qu'on a une ouverture américaine qui a été plutôt forte, et malheureusement cette ouverture américaine qui a été plutôt forte n'a pas poussé le Bitcoin, et on va se demander pourquoi. Surtout qu'en introduction, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il y avait une relation très forte entre ce qui se passait au niveau de Bitcoin et la relation qu'on avait au niveau des USA. Alors oui, mais c'est pas sur cette partie purement macro. Encore une fois, c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a une corrélation à la baisse. C'est-à-dire que si jamais ça chute, je peux vous assurer que Bitcoin chutera. Par contre, si ça pousse, bah, c'est une fois sur deux, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais oui, on a une corrélation. Oui, on est en train de ravaler toute la bougie qu'on a eue la semaine dernière, juste sur une première journée de cotation, ce qui fait relativement mal à l'ensemble du cours, mais encore une fois, on est que mardi, donc on a eu que lundi en termes de trading, donc on prend quand même du recul par rapport à ça, mais oui, on est dépendant des ETF. Ici, on voit bien la corrélation, où on a eu toute la semaine d'accélération haussière parce qu'on avait des achats, et on voit bien qu'on commence la semaine avec des outflows, donc c'est une sortie de Bitcoin des différents ETF spot Bitcoin. Donc là, on voit qu'on a perdu quand même 900 Bitcoin, ce qui est assez faible, oui, mais quand on est placé comme on est placé actuellement, c'est-à-dire dans un top de range, avec une très grosse résistance, forcément, on va avoir un impact sur cette vente. Ce n'est pas la vente en elle-même, c'est plutôt l'absence d'achat qui fait qu'on n'a pas la pression haussière pour pouvoir monter, casser cette résistance, malgré le fait qu'on est allé retester les 72 000. Ce n'est pas suffisant. On a bien vu ici d'ailleurs, si on reprend ce que je vous ai expliqué hier, c'est qu'on a bien eu une accélération, mais qui n'est pas suffisante. On n'est pas allé chercher la zone de retest pour moi qui était vraiment intéressante, dans lequel potentiellement on pouvait faire un choc pour faire une continuité baissière. Dans l'occurrence, on a remonté un petit peu, mais pas suffisant. On a juste retesté les deux mèches et on a continué baissier, dans lequel on est allé retester l'oblique de compression, d'accord, toujours très important, et on est allé retester le bas de cette zone-là. Encore une fois, top, top, low, on pourrait très bien avoir la mise en place ici dans les 66 500, une zone, même 66 000, hein, une zone de ranging bas, encore une fois, un range dans un range. On est quand même relativement loin d'une phase d'accélération haussière, on est quand même relativement loin d'une phase d'hyper-accélération baissière comme on a pu le connaître, hein, que ce soit ici ou ici, d'accord, où on voit vraiment une très grosse impulsion baissière, très très forte, qui fait très très mal. Là, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt contrôlé, en tout cas dans cette première vague. Il va falloir voir le travail du cours américain. Encore une fois, si on continue à avoir des outflows cette semaine, donc c'est-à-dire une vente ou en tout cas une sortie du cash des différents ETF spot Bitcoin, couplé avec justement cette macro
qui est en train de travailler potentiellement à la baisse avec une préparation du discours de Jérôme Powell et une réaction ou une surréaction du marché par rapport à ça, on pourrait très bien avoir une accélération baissière qui pourrait être très forte, qu'on pourrait retrouver comme celle-ci ou comme celle-ci, qui nous amènerait tout simplement dans la zone des 61 000, 60 000, et on serait dans ce bas de range générique dans lequel on est en train de latéraliser depuis, je le rappelle, le 13 mars. Et oui, ça fait quand même déjà très longtemps qu'on est en train de travailler ces zones de range, et ça nous rappelle toujours, et ça c'est très important de se souvenir de ça, hop, on dézoome, on va aller regarder ce qui s'est passé dans cette partie-là, ça nous rappelle un petit peu ce que l'on a vécu dans cette zone ici, où on est resté pendant déjà très longtemps, 180 jours, de rappel, hop, 180 jours, avant de repartir. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette même typologie, première accélération, respiration, deuxième accélération, respiration avant de repartir. 180 jours, ça nous amènerait où? Hop, on se met ici, 180 jours, ça nous amènerait, on continue à avancer, ici, le septembre 2024, donc encore une fois, on serait dans la zone entre les deux zones de début de bull run que j'ai statué déjà depuis quasiment plus d'un an et demi ici. Donc on serait plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a connu au niveau de la fractalité. Mais encore une fois, on rappelle qu'on est court terme dans un premier temps. On est toujours en haut d'une grosse zone, d'une grosse résistance, qui est le précédent top, qui est tout à fait logique à travailler, et dans lequel on attend beaucoup de nouvelles, que ce soit au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau des différents ETF. On est dans une période en sell-in May, donc forcément on a eu une grosse vente, et en tout cas une pression acheteuse qui n'est pas forcément bien présente. Et à côté, on arrive dans l'été. Alors oui, à un moment donné, on sait qu'on commence à avoir des signes d'ajout de liquidité au niveau de la macroéconomie comme on l'a couvert ce week-end, mais ce n'est pas suffisant encore pour l'instant. Il va falloir d'autres informations et je pense que demain, dans le discours de la Fed, on aura certainement d'autres informations et on couvrira ça dans notre émission quotidienne de jeudi. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, le mot du jour sera élection américaine, parce que globalement, on sait très bien que ça va jouer un rôle monumental, et que c'est en train de jouer un rôle monumental. S'il n'y avait pas eu ces élections américaines, certainement, on n'aurait pas eu le passage de certaines lois pro-crypto, même si c'est pas encore entièrement validé, et on n'aurait pas eu un retournement de veste de la SEC par rapport à l'ETF spot Ethereum, qui est en train d'être validé. C'est-à-dire que la partie législative est effectuée, maintenant il faut que ce soit proposé à l'échange, et c'est ce que l'on attend. D'ici la fin de ce mois, début du mois prochain, et encore une fois, on pourrait avoir un ajout de liquidité, une injection de liquidité, et ça nous permettrait de voir si oui ou non il y a un intérêt pour Ethereum au niveau des institutionnels, et ce serait une information qui serait très importante pour la fin du cycle et le reste des cycles précédents, mais ça certainement on en discutera dans une autre vidéo. Si vous avez aimé d'ailleurs cette vidéo, n'oubliez pas liker, partager et abonnez-vous, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.